Salut YouTube, il y a quelques temps, j'ai demandé aux abonnés de ma newsletter de me partager les doutes, les questions, les peurs qu'ils pourraient avoir par rapport à leur entrée en formation d'éducateur de jeunes enfants. Et je me suis dit que le plus simple pour y répondre, ce serait tout simplement de faire une vidéo FAQ, sachant en plus que je n'en ai jamais fait sur cette chaîne. Alors vu que j'ai reçu beaucoup de questions, je me suis dit que je pourrais diviser ça par thématique et aujourd'hui on va essentiellement se centrer sur les questions en lien avec la formation et plus particulièrement la partie cours en formation d'éducateur de jeunes enfants. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de la diviser en deux. Donc aujourd'hui, ça va être la partie 1 et dans quelques temps, vous pourrez retrouver la partie 2 avec 10 questions en lien avec la formation d'éducateur de jeunes enfants. Pour rappel, si vous souhaitez réussir les sélections d'admission pour vous aussi entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai ouvert la possibilité de réserver sa place dans ma prépa qui ouvrira début septembre. Donc je vous mets tous les liens en description. Et si vous souhaitez réserver cet été, ça vous permettra d'avoir un appel individuel avec moi en début de formation. C'est quelque chose qui n'existe pas jusque-là et que je réserve uniquement aux personnes qui réservent leur place cet été. Allez, c'est parti. Première question que l'on m'a posée. Comment se déroulent les cours en formation d'éducateur de jeunes enfants ? Alors, cette formation, elle est un petit peu particulière, c'est une formation professionnelle, donc c'est pas forcément le modèle de formation qu'on peut avoir l'habitude comme quand on est au lycée. Donc, ce qui se passait, c'est que quand on arrivait le lundi matin, par exemple, on revenait d'une semaine de stage, on avait le planning de cours de la semaine, voire des 2 prochaines semaines. Souvent, les regroupements, c'était 2 ou 3 semaines, on avait un visuel sur les 1 à 2 semaines à venir et les cours étaient divisés par jour ou par demi-journée. On n'a pas 2 heures de français, 2 heures de maths comme au lycée, on a une demi-journée, voire une journée, voire plusieurs jours de suite sur la même thématique avec le même prof, même si parfois c'est peut-être la thématique qui va rester sur 3 jours et les profs vont changer, on en reparlera un petit peu de cet aspect-là, mais globalement c'est comme ça qu'on fonctionne. Le gros avantage je trouve de fonctionner comme ça en demi-journée ou en journée entière sur la même thématique, c'est qu'on a vraiment le temps d'aller approfondir un sujet, de le traiter, de pouvoir faire des exercices dessus, voilà, vraiment s'investir dans cette thématique et on n'est pas toujours en train de switcher comme ça, de changer, on prend le temps d'aller à fond dans ce sujet. Par rapport aux profs qui donnent les cours, il y a une partie des profs qui est permanent, c'est les formateurs permanents qui sont tout le temps à l'école, qui sont là pour l'accompagnement des élèves et qui traitent certaines thématiques. Et il y a aussi des vacataires, des formateurs qui sont aussi souvent professionnels ou qui ont d'autres activités et qui viennent ponctuellement donner des cours sur un sujet. Donc c'est bien parce que c'est vraiment une diversité au niveau des enseignements et toujours quelque chose de connecté au terrain, de personnes qui vivent en fait ce qu'ils nous transmettent et ça je trouve que c'était vraiment le plus chouette dans cette formation. Ce qui fait aussi que les cours soient en demi-journée ou en journée entière, c'est selon les disponibilités de ces profs vacataires parce que puisqu'ils ont une autre activité, ils ne sont pas disponibles tout le temps, donc parfois on peut avoir le début du cours sur une demi-journée ou une journée à un moment et puis la suite viendra qu'au prochain regroupement après être parti 2 semaines en stage, des choses comme ça. Donc ça demande aussi de notre part une certaine organisation pour pouvoir raccrocher les wagons quand on reprendra ce cours. Mais c'est hyper intéressant parce que voilà, c'est des formateurs spécialistes de leur sujet. On va pas avoir quelqu'un qui n'y connaît rien en droit qui va nous faire des cours de droit. C'est vraiment plutôt des personnes qui sont peut-être pas spécialistes comme des EJE sur le développement de l'enfant, mais qui sont spécialistes d'un aspect, par exemple en lien avec la protection de l'enfance, sur l'aspect juridique, et ils vont nous transmettre ça. Donc c'est toujours des personnes qui connaissent leur thématique qui viennent nous la transmettre et ça c'est hyper riche. Après sinon les cours pour moi c'était je crois de 9h à 16h30. Globalement c'est des cours en journée, donc à voir après selon les écoles, il peut y avoir des variations d'une demi-heure ou 1 heure. Et après au niveau de la pédagogie, des façons de faire les cours, ça va dépendre de chaque centre de formation qui peut avoir voilà, des traits de pédagogie dans son projet qui est imposé aux formateurs, ou alors ça peut aussi être chaque formateur qui est assez libre de transmettre de la façon qu'il le souhaite. Alors il y a des formateurs qui ont des pédagogies plus scolaires où on va plus être dans l'écoute, prendre des notes, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment dans la pédagogie active où on va faire régulièrement des exercices en groupe, on va régulièrement
faire en quelque sorte des pauses dans la journée, des pauses d'apprentissage pour plus mettre en pratique. Donc ça, c'est vraiment propre aux formateurs. Il y en a qui ont des vidéoprojecteurs, il y en a qui voilà, sont simplement dans le partage, il y en a qui obligent à mettre les chaises en U, d'autres pour qui ça gêne pas. Enfin ça dépend vraiment des centres de formation, des formateurs. Vous l'expérimenterez vous-même. Ensuite, deuxième question, dans quel ordre voit-on les différents domaines de compétences? Alors, il faut savoir que la formation d'éducateur de jeunes enfants, elle est divisée en 4 domaines de compétences. Ces 4 domaines-là, je l'ai répété dans plein de vidéos, il faut se les graver dans les veines, c'est ce qui va être le pilier de la formation d'éducateur de jeunes enfants. Pour pouvoir obtenir son diplôme, il faut avoir fait tous les cours en lien avec ces 4 domaines, mais en soi, il n'y a pas d'ordre précis. C'est chaque centre de formation qui va décider dans quel ordre il donne certains cours, dans quel... Voilà, de quelle manière ça va être fait, c'est aussi les formateurs qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont le plus transmettre dans leurs cours. Comme je vous ai dit, puisque les formateurs peuvent être aussi vacataires, ça va être selon la disponibilité des formateurs. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque centre de formation. Si je peux partager peut-être une tendance que j'ai vue, c'est que tout ce qui va être en lien peut-être plus avec la gestion financière qui est plutôt dans le domaine des C4, ça c'est peut-être quelque chose qui arrivera plus en fin de 3e année parce qu'en début on va plus venir travailler le cœur de métier. Après il y a quand même des cours du DC4 qui sont étudiés en début de formation. Il y a certains centres de formation qui demandent à ce que le dossier DC4 commence à être travaillé dès la première année. Donc ça va vraiment dépendre de chaque centre de formation, il n'y a pas de règle. En tout cas, ce qui est important, c'est que sur les 3 ans, vous ayez vu tout ce qui est nécessaire pour pouvoir obtenir le diplôme ensuite. Troisième question, qui je trouve se rapproche un petit peu de la deuxième. Les cours vont-ils correspondre à un module ou les modules seront-ils mélangés? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'entendait la personne par module. Je pense qu'elle voulait parler des domaines de compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque domaine de compétences est divisé en indicateurs. Et ces indicateurs vont faire en sorte qu'on ait certains cours plutôt que d'autres par rapport à ce domaine. Et c'est peut-être ces indicateurs que je pourrais appeler des modules, puisque on n'a pas que le grand domaine de compétences, il y a tout ce qui en découle ensuite. Et par exemple, si on veut parler on va dire du projet, puisque ça c'est un des éléments importants de la formation d'éducateur de jeunes enfants, on va pouvoir avoir des cours sur les projets pédagogiques, éducatifs, les projets personnalisés. On va pouvoir avoir des cours sur la dynamique de projet dans une équipe, sur comment coordonner un projet. Donc voilà, là le terme du projet se divise en plein d'aspects possibles pour l'étudier. Et du coup, ça va faire qu'un sujet qui est en lien avec un domaine de compétences va pouvoir être étudié dans différents cours sous différents aspects. Si on parle par exemple de l'accompagnement à la parentalité, ça peut se décliner dans plein de sujets. Par exemple, on peut avoir un cours plus avec un psychologue sur le lien parent-enfant, l'aspect psychologique de la parentalité. On peut aussi avoir peut-être un autre cours, un autre jour avec un sociologue sur les schémas familiaux, l'évolution de la parentalité à travers les temps. On peut aussi avoir peut-être un cours de droit sur l'autorité parentale, qu'est-ce que c'est. Donc un sujet peut être divisé en plein de cours différents et ces cours-là peuvent entrer dans différents domaines de compétences. Donc par exemple, la parentalité, elle pourra être autant traitée dans le DC1, le DC2, le DC3, le DC4. Donc il y a de la transversalité entre ces différents domaines de compétences, mais par contre, les cours sont toujours en lien avec un domaine. Alors, vu que tout est imbriqué, forcément, parfois on va dériver un petit peu sur un autre domaine de compétences, mais il y a toujours un domaine qui reste au cœur de ce cours-là, parce qu'il va être en lien avec le formateur qui nous donne le cours. Ensuite, la 4e question, c'est quel est le niveau exigé en anglais ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la réforme de 2018, la formation d'éducateur de jeunes enfants s'est alignée en quelque sorte avec les critères européens d'un niveau licence, ce qui fait que maintenant, il y a des cours d'informatique et des cours de langue qui sont intégrés dedans parce que c'est une exigence pour pouvoir avoir un niveau licence et pour pouvoir acquérir les crédits, enfin s'aligner au référentiel en quelque sorte européen des licences. Et effectivement, il y a des cours de langue qui sont ajoutés. Ce qui est demandé en anglais, c'est pas d'avoir un niveau extraordinaire. Il y a plein de personnes qui entrent en formation qui ont un niveau très bas pour commencer.
Les cours, ils vont venir reprendre en quelque sorte les bases, retravailler tranquillement les bases de la langue pour pouvoir arriver à communiquer. C'est ça le plus important. Si on accueille une famille étrangère et qu'on n'a que ce moyen-là de communiquer, il faut pouvoir échanger avec eux. Après, on va pas demander de passer un niveau de langue particulier en anglais. Voilà, les bases qu'on peut avoir pourront suffire. Après, personnellement, quand j'avais repris mes études en licence, j'avais eu des cours d'anglais et j'avais des personnes qui n'avaient pas du tout de compétences, vraiment qui étaient incapables de communiquer. Mais on avait une formatrice qui avait beaucoup de patience, qui avait retravaillé tranquillement toutes les bases à connaître, qui nous donnait du vocabulaire en lien avec la petite enfance, ce qui leur avait permis de faire un bond de géant dans cette langue-là. Donc je sais qu'en France, on a vraiment cette peur-là de la langue étrangère et de l'anglais à maîtriser, mais c'est quelque chose qui peut être travaillé très tranquillement. Et souvent, les écoles, sur cet aspect-là, peuvent proposer un accompagnement en quelque sorte en distanciel ou délégué à un centre de formation spécialisé plus sur les langues étrangères pour pouvoir vraiment avoir des professionnels formés pour acquérir les bases nécessaires. Mais le but, c'est vraiment de savoir communiquer dans une langue étrangère. C'est pas d'avoir un niveau de langue élevé pour pouvoir voilà, passer certains diplômes. C'est pas le but ici. Et enfin, dernière question. Allons-nous, pendant la formation, également faire beaucoup de travaux de groupe? La réponse c'est oui, oui, oui et re-oui. Les travaux de groupe, ça fait partie de toutes les pédagogies actives. On est dans une formation professionnelle, on va demander aux étudiants de s'investir. Et voilà, quand on est éducateur de jeunes enfants, formateur et qu'on va donner des cours, c'est évident qu'en étant soi-même formé à la pédagogie, on va faire en sorte que notre pédagogie s'adapte. Et les travaux de groupe, ça fait partie de comment faire investir des élèves dans un sujet. Et ce qui va faire aussi en s'investissant, c'est qu'on va beaucoup plus vite retenir ce qui est partagé. Et c'est le but en fait. L'idée, c'est pas d'avoir des devoirs le soir à n'en plus finir. Là, on est vraiment dans une formation professionnelle. On veut que ce qu'on vous enseigne pendant la formation, pendant la journée, ce soit acquis le soir en quelque sorte. Et c'est ces travaux de groupe qui vont faire que on va intégrer ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux de groupe. Au début c'est intéressant, il y a un moment j'avais l'impression personnellement que voilà, j'en avais un peu marre, fallait toujours faire des groupes, fallait toujours retrouver des gens, donc avec qui faire, mais est-ce qu'on change pas, est-ce qu'on reste par affinité? C'est pas toujours facile. Moi j'aimais bien aussi que les formateurs imposent les groupes ou tirent au hasard. Moi quand j'étais formatrice BAFA, on faisait souvent un système pour piocher pour que les groupes se forment plus par hasard. Et je trouvais ça intéressant de travailler avec des personnes avec qui je change pas forcément à d'autres moments au cours de la formation. Mais oui, les travaux de groupe, il y en aura beaucoup. Il y aura peut-être des exposés selon les cours. Il y aura... Moi, j'avais même eu un dossier qui est du coup passé à la certification qui... on était en groupe, on était je crois 6 dessus. Donc voilà, ça demande une certaine coordination. Mais finalement, en tant qu'éducateur de jeunes enfants, on va quotidiennement être amené à travailler en équipe. Donc c'est aussi un moyen de se former dans la pratique tout en étant en cours. Et finalement, il y avait toujours des bonnes choses qui en ressortaient de ces exercices-là. Je trouvais que ça nous permettait vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Ça demandait du temps, ça demandait de la coordination, ça demandait de la cohésion, mais la qualité de ce qu'on ressortait était vraiment... hyper riche. Et puis moi j'ai adoré échanger avec mes collègues de formation, apprendre de ce qui se passait pour eux sur le terrain. Et voilà, on grandissait ensemble professionnellement et vraiment j'adorais ça. Et finalement, quand je repense aujourd'hui à la formation, les cours dont je me souviens le plus, c'est les cours où on avait fait des exercices par petits groupes, où on avait eu voilà, des formateurs investis avec on sentait qu'ils avaient réfléchi à comment nous transmettre un message. C'est ces cours-là qui me sont restés, donc vraiment c'est un gros plus je trouve, tous ces travaux de groupe en formation. Donc voilà pour cette FAQ sur la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je les traiterai, je vous en parlerai pendant la prochaine FAQ, la deuxième partie de cette vidéo. Et puis si vous voulez être averti quand il y a cette deuxième partie qui sort, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.